Les déserts sont les régions les plus arides du globe. Ils occupent plus d'1/5 de la surface de la Terre. Dans le désert, la vie est aussi difficile qu'au sommet des montagnes ou qu'au cœur des glaciers. Pourtant, depuis la nuit des temps, le désert est peuplé d'hommes et de femmes. Résistants et pleins de ressources, ces peuples ont su développer des cultures spécifiques et des liens uniques et forts avec ces terres ingrates. Mais aujourd'hui, la société de consommation et l'industrie envahissent le désert. Nos civilisations s'approprient ces ressources et en modifient l'équilibre précaire. Et plus que jamais, les peuples du désert doivent s'adapter pour survivre. Autant d'histoires singulières de lutte et d'efforts qui illustrent ce lien si particulier entre l'homme et l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Un vaste océan de sable présent depuis 80 millions d'années. Son nom signifie « vaste plaine aride ». Le Namib est une longue bande de sable qui s'étire sur plus de 2000 km le long de la côte ouest de la Namibie. Il est bordé par les eaux froides de l'Atlantique. Le Namib renferme le plus grand parc national d'Afrique. Plus de 10 millions d'hectares d'étendues sauvages préservées. On y trouve les plus hautes dunes de sable au monde. D'étranges créatures du désert. Et certains des peuples les plus impressionnants d'Afrique. À l'est du désert se trouve Windhoek, la capitale de la Namibie. D'ici, les frères Bertus et Henk Schumann organisent des safaris aériens. Il me faudrait une boîte. Ça devrait être magnifique. La zone se situe à 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Pour Bertus et Henk, c'est une affaire de famille fondée il y a plus de 40 ans par leur père, Louw. Mon père est l'un des premiers à avoir été assez fou pour amener des gens ici. Les autres ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Un magnifique désert, si on sait ce qu'on cherche. Louw savait aussi où regarder. Sur Terre et dans les airs, il a exploré des régions du désert que peu de personnes avaient vues avant lui. Et il s'est rendu compte qu'il fallait le protéger. Entre deux promenades touristiques, c'est devenu un ardent défenseur de l'environnement, militant pour la création du premier parc national de Namibie. Aujourd'hui, Henk et Bertus emmènent leurs clients explorer les territoires que leur père a mis tant d'énergie à protéger. Pour ces rares chanceux, c'est une expérience unique. Ce vol leur permet de changer complètement de perspective. Peu d'endroits au monde réussissent à provoquer autant d'émotions que le désert du Namib. Ce désert est tellement aride que certaines années, il ne tombe pas une seule goutte de pluie. Les dunes côtières sont quasiment désertiques et les plages ne sont peuplées que d'épaves qui se sont échouées sur la bien nommée côte des squelettes. À l'intérieur des terres,
Les escarpements rocheux et les plaines de gravier sont sillonnés par d'anciens lits de rivière. Bertus se pose au milieu d'un paradis naturel secret. Et sa cliente peut enfin observer ce pourquoi elle a parcouru tant de kilomètres. De sublimes créatures qui se promènent en liberté dans un habitat resté intact. Derrière les dunes de sable, dans le lodge géré par la famille, il faut se mettre au travail. Il y a 1, 2, 3, 4 tables et une autre là-bas. Ça fait 9 personnes. Toute une armée d'employés prépare les chambres pour l'arrivée imminente des clients. C'est l'ancien chef tribal Daniel qui est en charge des opérations. D'accord. Ouais, je vois, d'accord. Je m'en occupe. Son travail consiste à gérer le personnel et à accueillir les nouveaux clients. Mais pour Bertus et Henk, il est bien plus qu'un simple chargé de relations publiques. Ici, personne n'est laissé sans père. Si votre père meurt, vous serez adopté par un autre. Alors, quand notre père est mort il y a 20 ans, ils sont tous venus aux funérailles. Et on nous a dit que Daniel était notre nouveau père. Nous devons prendre soin de lui. L'implication de Daniel offre également aux frères un avantage certain dans leurs affaires. Ça permet de faire avancer les choses. Les gens d'ici nous parlent avec respect, parce que mon père est le chef de la tribu Himba. Pour ces touristes, c'est la fin d'une longue et trépidante journée dans le Namib. Mais le désert promet bien d'autres émotions. Mobiles et constamment en mouvement, les dunes du Namib sont une véritable mer de sable ondulante. Le terrain est aussi dangereux qu'il y paraît. La pente glissante de ces dunes est si abrupte que certains véhicules se sont fendus en deux. Mais Henk et Bertus ont une parfaite connaissance des dunes et les descendent avec une facilité déconcertante. Tu l'as fait. Tu as réussi. Ces dunes font partie des plus anciennes de la planète. Les hommes y vivent depuis au moins 25 000 ans. Tout au nord du Namib, près du village de Pouros, se trouvent les terres d'un peuple isolé. Il se compose d'une famille élargie. 3 hommes, 11 femmes et 10 enfants. Tous membres des Himba. Leur mode de vie a peu changé depuis l'apparition des premiers pasteurs nomades. Depuis 3 siècles, les Himba parviennent à s'adapter aux conditions de vie difficiles du désert. Ils ont su constituer un important cheptel et en tirer une identité forte. Les jeunes hommes de la tribu sont partis chercher de l'eau et des pâturages pour le bétail. Le chef a laissé son frère aîné, Venemeo, aux commandes. Sa tâche est cruciale. Il doit entretenir le feu sacré qui ne doit jamais s'éteindre, car c'est lui qui permet de rester en lien avec les ancêtres.
Les Himba parviennent encore à préserver leur identité et leur tradition. Mais ils savent qu'ils ne vont plus pouvoir continuer à vivre uniquement de l'élevage nomade et que le monde moderne est une grande tentation pour les nouvelles générations. Cette adaptation nécessaire pose de nombreuses questions. Afin de maîtriser un minimum le tourisme, les Himba participent à des visites organisées. Un moyen de mettre en valeur leur culture en diversifiant les ressources. Un petit groupe de visiteurs est attendu. Les femmes se préparent en recourant à une technique élaborée. D'abord, elles concassent une écorce parfumée qu'elles font brûler comme de l'encens. Elles se drapent dans les volutes de fumée. C'est une méthode de purification sans eau. Puis elles s'appliquent sur le corps une pâte composée de cendres, d'ocre et de matière grasse appelée ojizé pour apporter de l'éclat à leur teint. Non seulement cet onguent hydrate la peau, mais c'est aussi un écran solaire naturel. Ce rouge représente la couleur de la terre et du sang. Pour les Himba, elle symbolise la vie. L'ocre permet également de fixer sur la peau le parfum du bain d'encens. La coiffure est tout aussi importante. Les femmes portent une coiffe complexe qui symbolise les cornes de leur bétail. Les touristes arrivent. Le spectacle peut commencer. La danse fait partie intégrante de la vie des Himba. Ils ont des danses pour la pluie, des danses pour guérir et certaines pour la transe. Aujourd'hui, c'est une danse pour s'amuser. Pour les touristes, c'est une expérience qu'ils n'auraient pu trouver nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai vendu plein de choses. Je vais pouvoir acheter du maïs, de l'huile et du sucre. Oui, mais est-ce que ça suffira à acheter du maïs et du tabac? Cet argent ne sert pas qu'à vivre au jour le jour. La priorité est d'économiser pour envoyer les enfants à l'école. Elles veulent leur offrir plusieurs choix de vie. Évidemment, on ne peut pas survivre dans le désert sans une organisation bien rodée. Zaharara prépare le petit déjeuner pour tout le monde, une bouillie de maïs. Ce plat de base très nourrissant donne de l'énergie aux enfants et aux adultes. Les cultures et les pâturages des Himba dépendent de leurs ressources en eau. Zaharara sait que la vie de sa famille et du bétail en dépend. J'ai 8 enfants qui vivent ici. J'avais une chèvre, mais je n'avais plus assez d'eau pour les pâturages. Alors elle est morte de faim. Les femmes ont marché 4 kilomètres jusqu'au puits le plus proche pour faire le plein d'eau et ramasser du bois pour le feu. C'est une longue marche pour des produits de base. Ce n'est qu'au prix de ces efforts que les Himba parviennent à conserver leur intégrité et leur mode de vie autosuffisant. Mais il y a une chose sur laquelle les Himba ne sont plus entièrement autonomes. La santé. Une fois par an, une ONG internationale conduit les plus jeunes et les plus fragiles du village vers un dispensaire itinérant. C'est leur seul bilan de santé de l'année. Les autres villageois doivent y aller par leurs propres moyens.
L'un des médecins bénévoles du dispensaire est le neurologue namibien Vaja Zajirma. Il sait que dans ces coins isolés, les soins les plus élémentaires peuvent sauver des vies. On rencontre souvent des problèmes de nutrition chez ces enfants. Ils sont généralement petits, ce qui est sûrement lié à l'alimentation qu'ils ont reçue bébé. Mais la malnutrition n'est pas la plus grande menace. Même au cœur du désert, le sida fait des ravages. En Namibie, une personne sur 3 est infectée par le VIH. Les habitudes Imba les ont rendus particulièrement vulnérables. Officiellement, la société Imba interdit la polygamie. Mais dans les faits, elle est courante. Depuis près de 20 ans, le sida est la première cause de mortalité en Afrique. C'est une catastrophe qui frappe de plein fouet le peuple du désert. Le village isolé de Ojikandero est composé presque entièrement d'enfants. Bonjour à tous. Bonjour, professeur. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous allez bien? Bon. Quel est ce mot? C'est une? Infirmière. Ces enfants partagent le même enthousiasme pour apprendre l'anglais, mais ils ont autre chose en commun. Ils sont tous orphelins. Ce n'est pas un orphelinat ordinaire. Les enfants ont tous été officiellement adoptés par un seul couple. Mukayo est la mère de la tribu. Tout a commencé quand elle a voulu adopter des enfants orphelins. Selon la tradition Ova Imba, elle devait être mariée pour pouvoir adopter. Jaco Burger, un afrikaner, travaillait dans son village. C'est à ce moment-là qu'on est devenus bons amis. Plus tard, il m'a demandé de venir travailler avec lui. Ça devait être seulement pour 2 mois. Et puis les 2 mois se sont transformés en 2 ans. Puis 3 ans. Puis 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Se marier était un moyen de continuer à travailler ensemble. L'idée d'adopter a fait son chemin et l'orphelinat compte aujourd'hui 43 enfants. Cet orphelinat a offert une famille à Jaco et Mukayo, mais il joue aussi le rôle essentiel de refuge pour les orphelins dont les parents sont morts du sida. Jaco et Mukayo ont fondé cet orphelinat pour permettre à toute une génération d'avoir les ressources pour grandir et vivre. Selon les prédictions, dans 10 ans, un enfant namibien sur 4 sera orphelin, victime du sida. Jaco et Mukayo connaissent l'histoire singulière de chacun d'entre eux. Ils ont souvent un passé douloureux. Mais dans ce village, il y a aussi de bonnes nouvelles encourageantes. Upo est un des garçons de l'orphelinat. Ses parents avaient tous les deux le sida et c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Il avait tout juste 2 mois quand il est arrivé ici. Il a été testé et il a la chance de ne pas être séropositif. Jaco et Mukayo veulent apprendre aux enfants à respecter leurs anciennes traditions, mais aussi à acquérir de nouveaux savoir-faire. Et ça, c'est ma... Tête. C'est ma... Tête. Dans les autres villages du désert, tous n'ont pas accès à l'éducation. Ce sont mes... Yeux. Ce sont mes yeux, oui. Et ça, c'est mon... Nez. Alors ces enfants prennent déjà un bon départ dans la vie. Nous leur donnons la possibilité de vivre de manière traditionnelle, tout en s'ouvrant au monde extérieur, au monde occidental. Nous essayons de faire coexister les 2 mondes. Nous faisons de notre mieux et jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien.
Je vois un avenir radieux pour ces enfants. Tout ce qu'ils apprennent ici leur permettra d'avancer. L'orphelinat montre que la volonté de quelques-uns peut changer la vie de beaucoup d'autres. Aujourd'hui, même si de nombreux enfants namibiens grandissent encore dans le désert, ils sont beaucoup plus à vivre en ville, en lisière des dunes. Comment ça va? Vous êtes prêts à y aller? Bonjour, bonjour. Je m'appelle Tommy. Bienvenue à bord. Voici mon fils, TJ. Il va venir avec nous aujourd'hui. La plus grande croissance a eu lieu dans la région d'Erongo, où en seulement 20 ans, la population a doublé pour atteindre 45 000 habitants. Les enfants d'Erongo ne seraient pas nombreux à s'aventurer dans le désert si des personnes comme Tommy Collard, naturaliste local, n'étaient pas déterminées à leur montrer ce qui se cache sous le sable. Aujourd'hui, Tommy emmène ses adolescents dans le désert pour une leçon sur la vie sauvage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vous avez vu comme mon bureau est grand? Ça, c'est mon bureau. Nous vivons à l'ère électronique. En rigolant, on dit qu'aujourd'hui, les enfants naissent avec 6 pouces pour jouer aux jeux vidéo. On ne les expose plus à ce type d'environnement et on ne leur montre plus l'importance qu'il a. S'ils ont un jour la chance d'être à un poste de décideur, quand ils devront faire des choix, ils ne prendront pas en compte le désert. Voilà pourquoi l'éducation des enfants est au cœur de mes préoccupations. Tout petit déjà, Tommy était passionné par la flore et la faune namibienne. Regardez ça. Ça, c'est un dollar du bush. De l'eau. Elle est remplie d'eau. Mais ce sont les insectes qui l'impressionnent le plus. Tommy a cherché pendant si longtemps ce qui était bizarre et merveilleux qu'il a développé un véritable goût pour l'extraordinaire. Et il n'a pas que le sens du spectacle. Il connaît aussi le cycle de vie de ce désert comme personne. Même si ces dunes semblent arides et désertiques, elles abritent en réalité un écosystème unique. L'océan Atlantique apporte fréquemment brouillard et brume à travers le Namibe. L'humidité apportée par les brouillards se condense et tombe goutte à goutte sur les plantes, les roches et les dunes. Chaque surface devient un micro-oasis pour d'incroyables créatures du désert, comme les palmatogeckos. Ils ont des yeux magnifiques mais pas de paupières. Alors ils utilisent leur longue langue pour humidifier leurs yeux. Et regardez, ils ont les pattes d'un canard alors qu'il n'y a pas d'eau ici. En partageant ces précieuses connaissances, Tommy espère donner envie à la prochaine génération de préserver les déserts et les merveilles qu'ils renferment. Il leur donne aussi une leçon d'autoconservation. Avant de venir ici, je pensais qu'il y avait plein de serpents partout sur les dunes. Mais j'ai vu faire Tommy et j'ai vu où étaient les serpents. Maintenant, je sais où sont leurs cachettes. Voilà. Vous voyez l'extrémité de sa queue? Il s'en sert pour boire. C'était génial. On a bien rigolé. Je pensais que tous ces animaux étaient méchants. Mais en fait, si on leur fait pas de mal, ils nous font pas de mal. Si vous respectez les animaux et que vous les traitez correctement, tout se passera bien. Pour eux, les caméléons, c'est de la sorcellerie. Ils sont terrifiés par ces animaux. Si j'arrive à créer ce déclic et à leur faire oublier leur peur, alors cette journée en valait la peine. Une fois les élèves partis, un ado chanceux va avoir droit à une leçon particulière. TJ, le fils de Tommy, apprend à conduire. C'est génial. Quand on conduit, on ne peut pas voir tout ça. Alors j'en profite. Conduire dans le désert n'est pas chose facile,
Mais quand votre père est un défenseur de l'environnement, il ne faut pas se contenter de penser au changement de vitesse. On roule sur les dunes parce que si le vent se lève, nos traces de pneus disparaîtront. Si on roulait à côté des dunes, les traces ne partiraient jamais. Pour TJ, il s'agit d'éviter l'accident, mais aussi de contourner la flore et la faune. Il faut que tu t'entraînes à contrôler toute la zone. Regarde la route, regarde au loin, regarde la route. Voilà, très bien. La leçon se termine à pied, à la recherche de l'une des créatures les plus furtives et venimeuses du désert. Tu vois son empreinte? J'ai perdu. Tiens, elles sont fraîches. Ce petit animal est toxique et rapide. Voilà, on est sur sa piste. Tu vois, ce sont ces traces de pas là. Tout d'un coup, il fait son entrée. Le scorpion. Il s'est tellement bien adapté à son environnement qu'il vit ici depuis des centaines de millions d'années. Tu vois les empreintes qu'il laisse dans le sable? Celui-ci est plutôt petit. Regarde comment je l'attrape. Et là, il ne peut plus rien faire. Un seul faux mouvement et le scorpion pourrait le piquer d'un coup de queue. Et s'il ne peut pas piquer, il peut aussi pulvériser du poison à 1 mètre de distance. Son venin est assez puissant pour tuer un homme. Tu vois, si j'appuie dessus, on voit une goutte de venin sortir. Tu vois là? Même si Tommy attrape des scorpions depuis des années, il ne prend aucun risque. Regarde, tu vois son empreinte sur mes doigts? Il faut le tenir fermement si on ne veut pas se faire piquer. Tommy espère qu'un jour, TJ suivra ses traces et continuera de préserver ces petites créatures qui font de ce désert un lieu remarquable. Ces petits animaux ne sont pas les seuls à avoir évolué pour s'adapter à ces conditions de vie. D'autres espèces, beaucoup plus grandes et majestueuses, ont elles aussi évolué. Le Namib est l'un des 2 derniers endroits sur Terre où les éléphants du désert survivent à l'état sauvage. Pendant des millénaires, ils se sont adaptés à cette étendue aride, développant des techniques de survie inégalées. La plus impressionnante de toutes est leur étrange capacité à trouver de l'eau. Une capacité indispensable à leur survie. Les éléphants du désert doivent boire jusqu'à 220 litres d'eau par jour. Ils y parviennent en combinant une intelligence et une ouïe ultra sensibles. Les éléphants plus âgés peuvent mémoriser chaque point d'eau sur au moins 11 000 km², même ceux auxquels ils n'ont bu qu'une seule fois. Et ils peuvent entendre la pluie tomber à des kilomètres de distance et conduire le troupeau vers elle. Auparavant, au plus fort de la saison sèche, les hommes en quête d'eau savaient que le plus sûr était de suivre les éléphants. Grâce à ces connaissances, les héréros ont réussi à cultiver le désert et à élever des bovins et des chèvres. Dans la région désertique de Kunene se trouve une petite communauté installée près d'Okambe Odombo. Quelques héréros vivent toujours ici et élèvent du bétail.
Les bâtiments en pierre dans lesquels ils vivent contrastent fortement avec les maisons en terre traditionnelles de la tribu Imba. Ils témoignent de l'influence coloniale européenne, de même que les robes de style victorien portées par les femmes héros. Malgré la chaleur, l'éleveuse Ella Chivese porte une robe faite main. Mes grands-mères et ma mère mettaient ce genre de robe. Ma mère m'a dit de toujours les porter. Je ne dois jamais les jeter. C'est notre culture. Dans les années 1850, les colons européens employaient des femmes héros comme domestiques. Face à la nudité traditionnelle de leurs servantes, les Allemands donnent aux femmes de la tribu de modestes robes européennes et leur imposent de se couvrir. Leur coiffe est issue d'une tradition plus ancienne. Elle symbolise les cornes de leur précieux bétail. Même s'il n'est pas très adapté à la vie dans le désert, ce costume a passé l'épreuve du temps. Portée comme l'emblème de leur identité tribale, chaque robe nécessite jusqu'à 9 mètres de tissu. Celle-ci, je la porte quand je vais en ville. Celle-là, c'est pour la commémoration des héros de la communauté Herero. J'ai fait tous ces vêtements moi-même. C'est ma mère qui m'a initiée. Je m'asseyais à côté d'elle quand elle cousait. C'est comme ça que j'ai appris. Les femmes Herero utilisent également leur coutume pour faire du commerce en vendant des poupées cousues main aux touristes. Mais en ce moment, leur principale source de revenus reste l'élevage du bétail. Le mari d'Ella, Festus, est parti chercher de l'eau pour ses bêtes. C'est une tâche qu'il doit accomplir tous les jours. Mais depuis un certain temps, l'eau se fait de plus en plus rare. Et Festus s'est rendu compte qu'il avait de la concurrence. Ça pose problème. Quand les éléphants viennent ici, il n'y a plus assez d'eau pour mes bêtes. Et si les éléphants ne trouvent pas d'eau, ils font de gros dégâts. Ils jettent du sable partout sur les installations. Ils détruisent tout. Autrefois, les villageois vivaient en harmonie avec les éléphants du désert. Mais aujourd'hui, cette relation a sombré dans la violence. Depuis les années 1900, le braconnage et la chasse ont décimé les populations d'éléphants et les ont forcés à se déplacer. En retour, les pachydermes sont devenus plus agressifs. Ces 6 dernières années, 2 personnes ont été tuées par des éléphants mâles en période de muste. Cette période d'excitation caractérisée par une épaisse sécrétion ressemblant à du goudron qui leur sort des orifices temporaux. Les attaques deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui rend les villageois nerveux. Et le savoir ancestral sur la façon de vivre en paix avec ces mastodontes est en train de disparaître. Festus et Ella ont déjà vécu l'attaque d'un éléphant. Un soir, Ella était seule chez elle quand soudain un éléphant s'est introduit sur ses terres. Il a balancé les chèvres dans les airs et les a piétinées. Cet épisode l'a tellement traumatisée qu'elle a décidé de participer à un programme novateur visant à réapprendre au peuple du Namib à vivre avec les éléphants. Bonjour et bienvenue à tous. Le docteur Betsy Fox vit en Namibie depuis 22 ans. Aujourd'hui, elle travaille pour un groupe de bénévoles agissant pour la protection des éléphants. Il faut les comprendre pour ne plus en avoir peur. L'association essaie de tordre le cou au mythe selon lequel les éléphants seraient dangereux pour l'homme. À chaque fois, nous sommes très étonnés de voir qu'ils en savent si peu sur les éléphants.
Ils pensent que si un éléphant s'approche de chez eux, c'est pour les tuer. Les villageois vivent dans la peur. Du coup, s'ils voient un éléphant approcher, ils ne vont pas hésiter à riposter, parfois même en leur tirant dessus. Heureusement, ça arrive rarement, mais ça arrive. Certaines de leurs peurs sont fondées. Les héréros ont déjà vu des éléphants tuer leur bétail. Et un éléphant qui attaque un homme, c'est monnaie courante ici. Mais dans la plupart des cas, l'animal ne faisait que défendre les siens et ses points d'eau. Aujourd'hui, le Dr Fox et ses collègues ont convaincu ces villageois de participer à un safari pour faire face à leur peur et ressentir ce frisson devant un éléphant en pleine nature. Nous les emmenons sur le terrain pour qu'ils voient par eux-mêmes les éléphants. Ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas agressifs et qu'ils ne leur feront aucun mal. Ensuite, ils auront beaucoup moins peur et ils changeront d'attitude. C'est ce qu'on recherche. Il y a plusieurs traces anciennes qui nous mènent dans cette direction. Avec ses 16 années d'expérience sur la trace des éléphants, Hendrik Munembome sait comment approcher ces animaux. On y est presque. Sans les effrayer. On n'est plus très loin de l'éléphant. Il doit être à 600 mètres. On va voir quel est le meilleur endroit où se positionner pour ne pas le déranger et profiter un maximum de ce moment. Puis, en un instant magique, toutes les idées préconçues sont balayées. Les bénévoles n'avaient jamais pu s'approcher aussi près d'un éléphant dans la nature. Retrouver une intimité avec l'animal est le premier pas pour renouer une ancienne relation. Le résultat est immédiat et profond. Je me sens plus à l'aise face à l'éléphant. Maintenant, s'il y en a un qui vient vers moi, on pourra marcher ensemble. Mais pour certains, la peur est tellement ancrée qu'il faudra sûrement plus d'une visite pour retrouver confiance. Quand il a commencé à jeter du sable, comme ça, comme pour voir dans quelle direction soufflait le vent, mon cœur s'est mis à battre très vite. Là, j'ai commencé à avoir peur. Mon corps s'est glacé et en même temps, une chaleur m'a envahi. J'en tremble encore. Quant à Ella, elle a retrouvé confiance. Elle sait désormais qu'il est possible de vivre en harmonie avec ces magnifiques créatures du désert. Au début, j'ai eu peur. Et puis, quand on s'est approché, j'ai commencé à m'habituer à leur présence. Ce sont vraiment des animaux sublimes. Les safaris se font à petite échelle, mais le Dr Fox et son équipe parviennent à changer les choses. Ils perpétuent d'anciens savoirs et protègent non seulement l'avenir des éléphants, mais aussi celui du désert lui-même. S'ils étaient amenés à disparaître, on aurait une réaction en chaîne et plein d'autres espèces disparaîtraient avec eux. Et pas seulement les animaux, mais aussi les plantes. Les éléphants apportent beaucoup à leur environnement. Tamba. Il n'y a rien au monde que je préférerais faire. Alors j'espère pouvoir poursuivre ce travail encore longtemps. Le désert n'est pas seulement un écosystème parfaitement équilibré. Son sous-sol renferme aussi de grandes richesses. Par définition, les déserts abondent en ressources naturelles. Les minéraux s'y sont accumulés pendant des millénaires. La Namibie produit 10% de la demande mondiale en uranium.
Mais ce paysage aride dissimule des trésors encore plus beaux. Des diamants et autres cristaux et pierres précieuses que des générations de Namibiens ont cherchés, souvent à main nue. Même si les chances de devenir riche sont minces, la recherche de l'or peut vite devenir une addiction. Dans le nord du Namib, la région du massif du Brandberg est une merveille géologique. Célèbre pour la couleur rouge qu'arbore la montagne au coucher du soleil, Brandberg signifie montagne de feu en allemand. Il abrite le point culminant de la Namibie, à 2600 mètres d'altitude. Le massif surplombe le plus grand gisement de pierres précieuses du pays qui s'est formé en près de 140 millions d'années. À l'ombre de la montagne, 5 mineurs se sont installés sur les plaines rocheuses et ils sont très fiers de vivre ici. Depuis 21 ans, Rasgref et sa famille gèrent une petite affaire rentable. Ils cherchent des pierres précieuses pour les vendre à l'étranger. La clé de leur succès réside dans une idée simple mais efficace. Rester une petite affaire familiale. Les greffes sont presque entièrement autonomes et l'isolement ne les gêne pas. Le désert ne convient pas à tout le monde. Quand on voit cette immensité qui nous entoure et qu'on essaie de se situer dans tout ça, on regarde derrière soi et on se rend compte qu'on est vraiment petit à côté. Le désert a un effet très particulier sur les gens. Il vous renforce et vous oblige à vous adapter, parce que ce n'est pas le désert qui s'adaptera à vous. Le plus grand défi est le manque d'eau. Ici, il n'a pas plu depuis 2 ans. Toute utilisation est rationnée. Le secret pour survivre est une répartition minutieuse des tâches. Pendant la semaine, l'une des tâches de Martha est d'éduquer son fils. Et ce n'est pas seulement le coût du pensionnat qui la pousse à faire l'école à la maison. Ils doivent être instruits et cultivés. Mais les écoles aujourd'hui sont pleines de gens mauvais. Alors j'ai décidé de leur faire moi-même la classe. Pendant ce temps, dans la carrière, le compresseur revient à la vie. Ras et son fils aîné Vince commencent leur journée de travail. Ils utilisent de la poudre à canon pour faire sauter les rochers et mettre au jour des pierres précieuses. En tout, la famille possède 9 concessions. Et elle explore chaque bout de terrain méticuleusement. Ils utilisent une technique industrielle, mais en le faisant à petite échelle, ils limitent l'impact environnemental. Et ils découvrent presque à chaque fois de gros morceaux de cristal. Parfois, ils font des trouvailles singulières. Les cristaux inhabituels, colorés ou particulièrement gros, sont les plus recherchés par les collectionneurs, à tel point que Ras ne peut répondre à la demande. La taille de ce cristal et le fait qu'il ait conservé sa base lui donnent plus de valeur qu'un gros cristal tout seul. En plus, cette pièce est de bonne qualité et elle est en bon état. Elle n'a pas été endommagée. La famille a également investi dans une machine spécialisée pour que Martha et sa fille Ella puissent nettoyer et polir les plus petites pierres. Notre travail sur ces pierres, notre façon de les polir, leur donne de la valeur. Et puis on fait notre travail avec amour et énergie. Et ça leur donne encore plus de valeur. Le travail à la mine s'achève. Les femmes s'efforcent de rendre le butin des hommes présentable.
Rien n'est gaspillé. Les pierres brisées et les fragments de roche sont moulés dans des pièces décoratives, au cas où un touriste passerait par là. Au menu de ce soir, un barbecue, façon désert. Il mène une vie simple. Mais Ras est convaincu qu'avec le bon marketing et un peu d'argent, ils auraient une expérience unique à offrir aux touristes. Les possibilités sont infinies ici. Cet endroit rassemble 4 systèmes écologiques différents. On a le gisement minier, le massif du Brandberg, la rivière Ougap, les rhinocéros et les éléphants. On a tout ici. Toutes ces personnes qui ont fait du plus vieux désert du monde leur foyer partagent la même passion, travailler ensemble pour préserver la nature intacte du Namib. Même dans ces contrées les plus hostiles, les familles résistent. Et les dunes elles-mêmes donnent de précieux conseils de survie. Vous voyez les traces? Vous les voyez? De l'eau. Dans le désert du Namib, la vie continue.